Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans 101%. Alors bon, c'est vrai que je tenais tout d'abord à vous prier de me pardonner pour mes égarements de la dernière fois. C'est vrai que je me suis un petit peu emporté contre Alex, mais vous savez ce que c'est, la fatigue, le stress des examens avec le bac, tout ça. Mais je tiens à vous rassurer. On s'est expliqué, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mon souvenir. Nous retrouverons aussi Temps perdu, Retro Magic, la critique de PlayStation Move et Episcape. Et bien sûr, on commencera par des news, tout de suite d'ailleurs. Pour ce sujet dédié au stand Nintendo et aux jeux présentés sur ce dernier, nous serons accompagnés par Mathieu Minel, le directeur marketing de Nintendo France qui, vous allez voir, ne fait pas vraiment dans la langue de bois. On attaquera ainsi direct par la Wii U et en particulier l'annonce, un poil floue, qui a été faite sur la conférence Nintendo. Je pense qu'on a oublié de présenter une nouvelle console. On a dit qu'on avait un projet qui s'appelait Wii U, qu'il avait une télécommande spéciale à la fois qui intègre des boutons traditionnels du jeu vidéo, qui intègre un écran tactile, qui intègre de la reconnaissance de mouvement, qui intègre une caméra. Mais c'est bien et bien toute une nouvelle console de le projet Wii U, c'est pas juste une nouvelle manette, même si elle partage des télécommandes Wii pour faire des parties en multijoueur. On veut vraiment à la fois essayer de faire que cette nouvelle télécommande ce soit quelque peu une nouvelle perspective sur le jeu vidéo, mais aussi une façon d'avoir des parties avec des façons de jouer différentes à l'intérieur de la même partie. Le fait que les gens jouent ensemble, mais psychologiquement, ils habitent des univers différents, en tout cas des univers sur lesquels ils ont une vue différente. Si le potentiel gameplay de la Big Wiimote à écran tactile de la Wii U ouvre en effet de nombreuses possibilités en termes d'immersion, en revanche, on ne sait pas grand-chose sur la console elle-même. Mais elle existe vraiment, même si on l'a pas mise en avant physiquement, même si elle est cachée à l'intérieur des bornes sur le stand. C'est juste que je pense qu'elle n'est pas terminée parce qu'elle sort l'année prochaine. Visiblement, c'est plutôt un projet à long cours. Je suis pas sûr qu'ils soient certains de quel est ce qu'ils mettront à l'intérieur. On sait en tout cas que IBM et AMD travaillent sur la machine. Ça, on l'a confirmé. On sait que ce sera une machine qui sera pas entièrement dématérialisée. Ce sera toujours ce support physique sur des disques optiques, visiblement haute définition de, semblerait-il, 25 Go. Monsieur Eguchi aurait confirmé ce chiffre lors d'une interview. Donc on reste toujours dans des jeux présents dans les magasins. Haute définition, la Wii U a fait montre de ses capacités graphiques sur la conférence Nintendo via 2 vidéos. L'une suivant les évolutions aériennes d'un oiseau, l'autre montrant ce que pourrait donner Zelda. En revanche, aucun jeu Nintendo n'était réellement présenté. Visiblement, ils ont plein d'idées à Nintendo Japon. En tout cas, ils voulaient bien les garder cachées, puisque ce qu'on présente sur le stand, ce sont juste des expériences, des concepts de jeu. On n'a pas du tout promis que ces expériences-là, que ce soit Chess Me, que ce soit New Super Mario Bros. Allaient arriver sur le projet Wii U. On est vraiment encore un petit beaucoup, d'ailleurs, sur le stage conceptuel. Parmi les prototypes de jeux présentés sur Wii U, conçus pour mettre en avant les fonctionnalités de sa nouvelle manette, nous avons pu essayer New Super Mario Bros. Me, qui permettait de jouer à New Super Mario Bros. Wii donc, mais en HD et avec des Mi. Cette démo qui, rappelons-le, n'est en rien un jeu, mais bien une démo technique, permettait surtout de tester la prise en main de la fameuse manette. Jouable à la croix directionnelle, New Super Mario Bros. Me était l'occasion de constater la finesse des graphismes HD sur l'écran et la légèreté de la manette elle-même. Mii's Europe, lui, a surtout démontré la maîtrise de la technologie tactile et de la reconnaissance des caractères de la machine, à des kilomètres d'une DS par exemple. À l'aide du stylet, on pouvait tracer des figures géométriques et tenter de respecter au mieux la taille imposée des lignes, triangles et autres angles à dessiner avant de passer la manette à un second joueur et voir ensuite qui était le plus précis. Shield Pause se présentait comme un minigame rythmique amusant où l'on agitait la manette de la Wii U afin de stopper des flèches arrivant de toutes les directions. Une démo qui laisse rêveur quant à un potentiel Rhythm Paradise sur la prochaine console de salon Nintendo. Battle Me proposait à 3 personnes de s'affronter sur un vaste terrain de jeu à base de pistolets laser.
2 joueurs utilisaient le combo Wiimote Nunchu pour se mouvoir et tirer, alors que le troisième, équipé du contrôleur de la Wii U, pilotait un vaisseau et canardait tout ce beau petit monde. L'occasion pour lui d'expérimenter l'aspect gyroscopique de la machine qui, très franchement, fonctionnait plutôt bien. Chess Me était la plus fun des démos présentées et illustrait parfaitement les possibilités gameplay offertes par l'écran de la manette. Le joueur l'ayant en main devait parvenir à échapper aux 4 joueurs qui se déplaçaient en split screen sur l'écran télé, sachant que son écran à lui affichait son personnage ainsi qu'une map radar indiquant la position de ses poursuivants. Une manière agréable de jouer au chat et à la souris dans son salon. Mais derrière la simplicité de ces démos se cachent des ambitions très fortes. Effectivement, on veut changer le jeu vidéo avec le projet Wii U. On ne veut pas simplement utiliser la nouvelle télécommande comme une simple tablette qui servirait à consommer du contenu multimédia. On veut vraiment faire que les gens qui avaient l'habitude de jouer franchement multijoueur chez Nintendo, c'est là où est clairement notre force à l'heure actuelle, continuent à jouer en multijoueur mais de façon différente. Incarnent et vivent les mondes dans lesquels on va leur proposer de s'amuser de façon différente, qu'ils soient derrière la nouvelle télécommande ou derrière une télécommande Wii traditionnelle. Gameplay différentiel, asymétrique, l'écran incrusté dans la manette de la Wii U permet d'imaginer des concepts novateurs où l'un des joueurs pourrait par exemple tenir le rôle de maître de jeu, avec un regard extérieur. Et le prix alors, même s'il est évidemment encore un peu tôt pour en parler, d'autant qu'on ne sait pas vraiment ce que la console aura dans le ventre, technologiquement parlant. Alors le prix de la Wii U, je pense que c'est un gros point d'interrogation à l'heure actuelle. Je pense que certains sont un peu en panique à l'heure actuelle en regardant qu'effectivement que la technologie qu'elle est embarquée dans la nouvelle télécommande semble très chère. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère qu'elle sera effectivement accessible au plus grand nombre. Ce serait vraiment antinomique avec la philosophie Nintendo d'essayer de faire des objets qui soient un peu élitistes par leur prix, alors qu'on veut véritablement continuer à agrandir la population qui joue aux jeux vidéo de façon encore plus large qu'on l'a pu faire avec la Nintendo DS et avec la Wii. Donc je pense qu'elle sera tout à fait accessible. Ou alors si elle n'est pas accessible, peut-être qu'il y aura un jeu indispensable des lancements qui fera que les gens craqueront. Je pense que c'est une des leçons du lancement de la Nintendo 3DS, qu'il faut avoir des titres énormes qui se profilent sur cette fin d'année ou dès cet été avec Ocarina of Time, mais qui seront confirmés avec Mario Kart, avec Super Mario en 3D, avec Kid Icarus Uprising, qui n'étaient pas disponibles au lancement. La 3DS, parlons-en, en commençant par Super Mario bien sûr. Ce jeu 100% original, développé pour la 3DS, tire essentiellement parti de 2 choses. La 3D relief, bien entendu, qui permet de mieux appréhender les environnements 3D, et le pad circulaire, autorisant des déplacements naturels. On retrouve ainsi les sensations d'un Super Mario Galaxy, mais sur console portable. Les niveaux présentés faisaient montre une nouvelle fois du talent fou des level designers Nintendo, et l'on pouvait apprécier les pouvoirs liés à la tenue de Tanuki, ainsi que des mouvements inédits, comme le dash ou l'attaque en saut périlleux. Jouable jusqu'à 8, Mario Kart sur 3DS sera évidemment l'un des must-have de cette fin d'année et intégrera la possibilité de flotter en deltaplane ou de naviguer sous l'eau. La customisation des véhicules sera également nettement plus poussée et permettra de gagner un petit avantage selon les terrains pratiqués. Les circuits, eux, reprendront parfois des environnements connus, comme l'île de Woo de Wii Sports Resort ou la jungle de Donkey Kong Country Returns. Enfin, le jeu tirera bien sûr parti des fonctionnalités Street Pass et Spot Pass de la 3DS. Il sera possible de jouer en multi via une connexion sans fil ou internet. Un jeu énorme qui aurait dû être disponible au lancement de la portable. Présenté lors de la conférence Nintendo, Luigi's Mansion 2 était aussi jouable sur le stand. Si le niveau présenté était assez court, il nous permettait toutefois de constater le bon fonctionnement et l'intérêt de la dimension 3D relief, mais aussi la réalisation d'une manière générale. Et force est de constater que là encore, Nintendo s'en sort haut la main. Outre le nouveau Poltergeist 5000 pour aspirer et la lampe torche pour vous éclairer, Luigi peut désormais étourdir les ennemis en chargeant sa lampe, de manière à faciliter la capture ou à gagner du temps pour mieux fuir. En revanche, on ne sait pas si le frère de Mario sera toujours muni de son Game Boy Aurore. Quoi qu'il en soit, cette démo courte mais efficace laissait présager du meilleur quant à la qualité de cette suite, mais il faudra malheureusement attendre 2012 pour pouvoir se faire peur dans tous les manoirs proposés. Sorry to keep you waiting.
Kid Icarus faisait partie des premiers titres annoncés lorsque Nintendo a dévoilé sa 3DS. Cette E3 fut l'occasion d'en apprendre un peu plus sur son mode multijoueur qui laissera jusqu'à 6 personnes s'affronter. A noter également que Pete, le héros du jeu, pourra aussi bien punir ses ennemis au sol que dans les airs à l'aide de son épée ou de son arc. Les boss battles du mode solo s'annoncent sympathiques comme tout, avec en guise d'adversaire du Cerberus-like et de la Méduse géante, et l'ensemble d'une manière générale avait l'air vraiment dynamique, surtout en multi. Enfin, Kid Icarus Uprising proposera une compatibilité avec les cartes de réalité augmentée. Listen well, Medusa. Your days of darkness are numbered. Prepare to meet the light! We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lilat system and is trying to take over Corneria. Ce que fait Nintendo avec Ocarina of Time, il le reproduit avec Star Fox 64. On aura donc le droit à un portage carré qui se pointe tout de même avec de nouvelles features bien agréables. A commencer par l'aspect multijoueur dévoilé pendant la conférence, qui permettra à 4 joueurs de se faire plaisir avec en prime son propre visage visible par les autres grâce à la caméra de la machine. En termes de gameplay, les fonctionnalités gyroscopiques viennent évidemment changer la donne et fonctionnent plutôt bien d'ailleurs, même si les vieux briscards préféreront très certainement les contrôles classiques. Star Fox 64 3D pointera le bout de ses ailes à la rentrée et comptez évidemment sur nous pour vous en reparler à cette occasion. Après avoir bien vécu sur GameCube et Wii, mais surtout sur DS, où elle a rencontré un succès phénoménal, Animal Crossing, la désormais célèbre simulation de vie de Nintendo, va avoir droit à un épisode sur 3DS. Que les amoureux de la licence se rassurent, le principe ne changera pas. Dans une campagne paisible, vous mènerez une petite vie tranquille à base de pêche, de discussion avec les autres habitants et de personnalisation de sa propre maison. Les nouveautés apportées au fur et à mesure des épisodes, comme le online ou la présence d'une ville, devraient toujours être de la partie. Mais le gros ajout de cette version, qui fera certainement rire les détracteurs de Nintendo, est incontestablement la possibilité de nager. Et oui, chaque série évolue à son rythme et celui d'Animal Crossing s'avère assez lent. Qui a dit Pokémon ? Qu'à cela ne tienne, si vous avez aimé sa version DS, gageons que la mouture 3DS d'Animal Crossing vous satisfera. Mais si les jeux 3DS étaient clairement mis en avant, la Wii possédait tout de même une petite actualité, quoique globalement restreinte à un jeu, Zelda Skyward Sword. Déjà présenté l'année dernière, le nouveau Zelda de la Wii, compatible Wii Motion Plus, se dévoilait un peu plus via 3 démos jouables, un boss, un donjon et une séquence de vol. L'année dernière, ce qu'on avait présenté, c'était vraiment l'idée derrière le gameplay, derrière le fait de se sentir physiquement dans la peau d'un héros qui combat. Là, on en a dévoilé beaucoup plus sur le scénario, sur l'univers, et moi je trouve ça absolument d'une puissance graphique inouïe au point de vue du design, pas au point de vue des pixels, mais autant l'année dernière c'était un peu un univers enfermé, cette espèce de clairière de forêt. Là effectivement c'est tout univers de village dans les airs, et surtout le design des personnages, qu'ils soient des personnages principaux ou des personnages secondaires, moi je trouve c'est absolument époustouflant. Visiblement M. Miyamoto en table ronde hier a dit que son équipe de développement avait pour ordre de faire de Skyward Sword le Zelda le plus extraordinaire, où il serait interdit de toucher à Zelda pendant des années, il serait puni s'il réussissait pas leur pari. Visiblement ils ont l'air très contents. Monsieur Aonuma, le producteur de la série, avait l'air très soulagé hier sur la présentation du jeu, donc je pense qu'ils en sont fiers de Skyward Sword. Le jeu sortira en fin d'année avec une télécommande Wii Motion Plus dorée, rappelant la superbe cartouche NES du tout premier Zelda, sorti il y a 25 ans. Quant au jeu lui-même, il promet une richesse encore inédite dans la série, ce qui en dit vraiment très long sur notre degré d'impatience. Parmi les autres jeux Wii présentés à l'E3, et même s'il n'est toujours pas annoncé chez nous, Rhythm Heaven nous fait grave envie. A première vue, le principe n'a pas changé d'un poil. On se retrouve donc avec une multitude d'épreuves, dont certaines bien connues des services, qu'il faudra surmonter grâce à votre sens du rythme, le tout Wiimote en main. On prie désormais pour une annonce sur notre territoire, mais compte tenu du caractère plutôt confidentiel de la série, on en doute. Enfin, I suppose. Le
Monopoly à la sauce Square Enix était également annoncé lors de cette E3. Dans la même lignée qu'Hidadaki Street, Fortune Street proposera aux joueurs d'incarner des personnages issus des univers Square Enix et Nintendo, le tout dans le cadre d'un party game que l'on espère aussi agréable que les épisodes précédents. Pour l'instant, pas de date de sortie chez nous et il y a peu de chances que cela change. Également sans date de sortie précise, un nouveau Mario Party a été confirmé sur Wii. Mario Party 9 fera ainsi suite à Mario Party 8, sorti il y a un bon moment, en juin 2007 pour être précis, mais aussi à Wii Party, sorti en fin d'année dernière. Les fans de la grande famille Mario seront certainement ravis de pouvoir échanger leur Mi contre Yoshi et compagnie. Mais les jeux annoncés et présentés à l'E3 ne rendaient pas tout à fait justice au catalogue de fin d'année de la Wii. Alors il y a un gros absent sur le salon, sur Wii en tout cas, c'est Xenoblade, qui sort dès la rentrée en Europe, qui sort pas aux États-Unis. Donc pour pas se fâcher avec Nintendo of America, il n'est pas présenté sur le salon. Mais je pense que ça va être un énorme morceau de jeu de rôle japonais. Xenoblade, je pense qu'il est relativement imparable, qu'on soit fan de consoles HD ou non, ou de jeux à la Wii plus directement. Vous allez avoir une édition spéciale avec un contrôleur spécial classique sur Xenoblade qui n'a pas encore été annoncé, donc je viens peut-être de lâcher une exclusivité que je n'aurais pas dû lâcher. Critiqué en import dans l'un des derniers EXP, Xenoblade Chronicles, disponible au Japon depuis juin 2010, devrait en effet sortir en France en septembre. Souvenez-vous, il y a quelques années était annoncé un nouveau Kirby sur GameCube, nommé Kirby's Adventure. Annulé depuis longtemps, il semble qu'il ait servi de base de travail pour le nouvel épisode, venant d'être tout juste annoncé sur Wii si l'on compare les deux trailers. Très différent de l'Epic Yarn, sorti il y a quelques mois, il se rapproche plus des épisodes Super NES comme Dreamland. Kirby retrouvera donc sa capacité initiale, avaler les ennemis pour voler leur pouvoir, comme manier une épée, se transformer en tornade ou encore être doté d'un magnifique canon. Mais la grosse nouveauté de Kirby Wii est sans conteste l'ajout d'un mode coopératif à 4 où vos amis pourront contrôler Meta Knight, le roi Dadidou et un de ses sbires. Kirby Wii n'a pas encore de date précise, mais nous pouvons tabler sur un début 2012 afin qu'il n'y ait pas deux jeux de la même licence sortant la même année. Voilà, on a fini notre tour du stand Nintendo et nous terminerons ces news E3 dans les prochains 101% avec un pot pourri de trailers, sans oublier quelques news hors E3. Depuis le 7 juin et jusqu'au 11 juillet, l'association Espace Japon propose à Paris une exposition gratuite avec pour titre Expo Manga, une révolution nommée Garo, 1964-1974. Garo, ce nom n'évoque pas grand-chose, sauf pour les spécialistes les plus avertis. Par contre, si l'on vous dit que la revue a prépublié des séries comme Kamuiden de Shirato Sanpei ou Gegege no Kitaro de Mizuki Shigeru, on commence déjà à comprendre l'importance de Garo. Si en plus on ajoute qu'elle a permis aussi l'émergence d'auteurs comme Tsuge Yoshiharu, Abe Shinichi, Hanawa Kazuichi ou encore Takita Yu, on commence à réaliser le caractère visionnaire et novateur de cette revue. Claude Leblanc, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur le Japon et à l'origine de l'exposition, nous rappelle que la naissance de Garo est indissociable de l'environnement de l'époque, en pleine mutation. Il est né à une époque, c'est-à-dire 1964, qui est une année très importante. C'est l'année des Jeux Olympiques, c'est l'année où le Japon fait une nouvelle entrée sur la scène internationale. Et ce magazine va justement bouleverser à la fois le manga en lui-même, mais aussi le débat autour de la société, parce que ça va être aussi un lieu de débat. Et c'est pour ça que je voulais en fait rendre hommage à ce magazine et en même temps rendre hommage à un autre magazine qui est né beaucoup plus tard, une quinzaine d'années plus tard en France, qui a été lancé par un japonais qui s'appelait Takemoto Motoichi et qui a lancé donc le Krikitu, qui était le premier magazine de prépublication, si on peut dire, en France. Et je pense que ces deux magazines finalement se retrouvent quelque part parce que chacun ont voulu apporter à leur manière un regard différent sur le Japon, à la fois sur place et puis aussi en France. La scénographie de l'exposition met en évidence cet espace de liberté et de création qu'a pu être Garo pour les mangaka. L'exposition organisée en fait autour de thèmes, on va dire. L'idée était de mettre en valeur le rôle de ce magazine comme vecteur de débat dans un Japon en plein bouleversement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le Japon est vraiment à une époque clé de son développement dans l'après-guerre.
Et donc Garo a vraiment joué un rôle important à ce moment-là. Donc c'était de présenter ça, donc le début de l'exposition est autour de ça, en présentant les couvertures et en resituant le magazine dans l'histoire contemporaine japonaise. Et puis ensuite, l'idée c'était de mettre en perspective un certain nombre d'auteurs qui sont plus connus en France, qui ont été traduits, comme Mizuki Shigeru, comme Tatsumi Yoshihiro par exemple. Et puis après, avec ce qu'on a derrière nous, puisqu'on n'a pas un espace malheureusement assez important pour tout exposer, de faire une espèce de frise où on montre finalement l'évolution et différents auteurs qui ne sont pas forcément très connus ici en France, mais qui montrent comment le manga au Japon a été un vecteur vraiment de changement et de bouleversement, y compris dans les débats politiques, puisqu'on voit certains auteurs qui vont vraiment, par exemple, critiquer la guerre du Vietnam, par exemple, dans des mangas qui sont très engagés. Donc l'idée, c'était ça. En plus de Garo, l'exposition nous fait découvrir ou redécouvrir une autre revue, tout aussi novatrice, le Krikitu, de Takemoto Motoichi. Elle fut l'une des toutes premières revues en langue française à traduire de grands auteurs de manga. Il a voulu, en fait, toujours créer, en fait, un relais entre la France et le Japon. Les échanges culturels, c'était son credo. Et à l'époque, il ne savait pas très bien comment faire. Et il a eu l'idée, parce qu'il avait des connaissances dans le milieu du manga, de proposer justement au travers de la bande dessinée qui allait, dans les années 70, avait encore la bande dessinée, en tout cas franco-belge, était un petit peu sur son déclin d'une certaine façon, puisque des auteurs comme Goscinny était mort, Hergé allait bientôt disparaître, etc. Et lui pensait qu'il y avait une possibilité de montrer, au travers de ce vecteur qu'était le manga, de montrer autre chose. Donc il a tenté l'expérience. Ça n'a pas été facile, il a monté l'expérience avec un Suisse, Kesserling, voilà. Donc ils ont monté tous les deux une maison d'édition et puis il a créé donc le Krikitu, 6 numéros trimestriels, qui n'a pas eu une diffusion qui n'a pas été énorme, mais je pense qu'il a contribué malgré tout, pas forcément avec le Krikitu, mais avec une autre publication qu'il a faite quelques années plus tard, à la fin du Krikitu d'ailleurs, dans le magazine de la revue, du festival d'Angoulême. Il a écrit une histoire du manga assez impressionnante sur 40 pages. Et je pense que là, puisque ça a été diffusé pendant le festival d'Angoulême, beaucoup d'éditeurs ou d'amateurs de bande dessinée ont découvert justement ce qu'était le manga. Et peut-être parmi eux, il y en a qui sont devenus des éditeurs et ensuite des fans pour faire ce travail d'édition quelques années plus tard. Voilà. Ainsi, cette exposition permet aux visiteurs de se plonger dans une époque tumultueuse du Japon et de découvrir la revue Garo qui a permis l'émergence d'auteurs et de séries, parfois très politiques, qui aujourd'hui sont considérés comme des classiques de la bande dessinée. Oui, donc Alex, d'ailleurs qui est en ce moment auquel nous enregistrons au Japon, et comme il n'est pas là, il ne pourra pas se défendre. Il m'a expliqué qu'en fait, je virais un peu trop mainstream. Alors bon, évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai répondu? En fait, j'ai hoché la tête, comme ça, j'ai affiché un air contrit de chien battu. Et vous auriez fait quoi, vous, à ma place, Donc, une fois de retour à la maison, hop, je me suis mis à rechercher sur le net ce que ça voulait dire mainstream. Et là, pof, sur les fesses, ça tombait bien, en fait, j'étais déjà assis, et heureusement, parce que moi, je croyais que René Latop, c'était au top. Au top de l'underground. J'ai été bien déçu. Alors, pour me faire pardonner, vis-à-vis d'Alex, je me suis lancé quand même à corps perdu dans la recherche des infos les plus obscures de l'interweb. Et ce que j'y ai découvert va vous glacer le sang, juste après la critique de Ape Escape, version PlayStation Move. Ah, Ape Escape. Ce jeu de plateforme sorti sur la première PlayStation il y a déjà 12 ans fut le premier jeu exclusivement jouable à la DualShock. Le stick gauche servait à déplacer son personnage, celui de droite à manier l'arsenal mis à votre disposition, comme un lance-pierre ou un sabre laser. La licence revient aujourd'hui sur PS3 et conserve son statut de précurseur dans l'utilisation des nouveaux accessoires. En effet, Ape Escape Move se joue uniquement avec le PlayStation Move, la nouvelle manette de Sony sortie durant Noël dernier, s'inspirant de la désormais célèbre Wiimote.
Et ne vous fiez pas au nom. Exit la plateforme, le dernier jeu animalier de Japan Studio est un rail shooter, s'inspirant plus d'un Resident Evil de Umbrella Chronicles que d'un Super Mario. Vendu à 30 €, le nouvel épisode de la célèbre licence qui vous file la banane va-t-il faire honneur à son ancêtre? C'est ce qu'on va voir. Que les choses soient claires, le scénario d'Ape Escape Move est un prétexte, comme souvent dans les jeux de ce genre. Vous êtes un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus banal, menant une vie qu'il est tout autant. Mais qu'est-ce qui s'encastre sans crier gare dans le toit de votre maison? Une soucoupe volante remplie de singes complètement foufous, bien entendu. S'invite également à la partie un duo de sœurs adolescentes requérant votre aide pour retrouver leur grand-mère, scientifique émérite, aujourd'hui disparue, en recherchant son chimpanzé adoré, Spectre, également méchant du premier Ape Escape. Attendez, elles ne peuvent pas se débrouiller toutes seules, ces gamines? Eh bien non, comme elles le disent elles-mêmes, ce ne sont que des femmes sans défense, comme quoi les clichés ont la vie dure. Parce que Tsukushi et moi, on est de pauvres et faibles femmes sans défense, pas vrai? Ni une ni deux, vous prenez votre courage à une main, l'autre étant occupée par le PlayStation Move, et vous utilisez la machine à remonter dans le temps de la mamie, et paf! Manoir hanté, parc d'attractions, âge de glace, vous poursuivrez Spectre dans une dizaine de niveaux parfois similaires. On peut notamment constater que le quartier asiatique est utilisé plusieurs fois. Enfin, poursuivre Spectre n'est pas exactement la définition exacte de vos objectifs. À chaque début de niveau, un clone du singe, entendez par là quelque chose qui ressemble de très très loin à votre cible, vient vous faire un coucou et vous allez le poursuivre bien évidemment. Ce n'est qu'après l'avoir capturé qu'une des teenagers vous gratifiera d'un laconique « Oh zut, je me suis encore trompé, ce n'est pas Spectre !» Désolée pour cette erreur, on ne se trompera plus. Malgré ces jolies cinématiques, l'histoire d'Ape Escape est indigeste au possible. Le problème ne vient pas de ce contexte, servant plus de prétexte qu'autre chose, mais de ce duo de sœurs absolument horripilant. Elles ne se contentent pas de bénéficier de doublages énervants et de répliques dignes d'une Paris Hilton, elles sont aussi, neuneux. Ape Escape Move est un rail shooter en vue subjective à la jouabilité classique. Vous tenez votre contrôleur vers la caméra pour viser et vous tirez d'une simple pression sur la gâchette. Quant à l'équipement, une simple pression sur le bouton central de la manette vous fera changer d'arme. Pas de problème de ce côté-là, le gameplay est simple et immédiat. Les niveaux sont composés de deux types de phases. Lorsque vous êtes en mouvement dans les niveaux, vous avez à votre disposition un lance-pierre et un éventail, afin de détruire les ennemis vous fonçant dessus et récupérer les bananes dispersées dans le niveau. Dans l'autre type de phase récurrente, vous êtes immobile et devez capturer les singes venant vers vous, avec un filet à papillon remplaçant votre lance-pierre. Son utilisation est simplissime, car logique, il faut balancer votre manette comme un vrai filet pour capturer le singe. Notons également la présence d'une attaque spéciale, utilisable si vous ramassez une pile. En appuyant simultanément sur les boutons de tir et de changement d'arme, vous vous équiperez d'un aspirateur surpuissant, attirant tous les singes à vous. Il y a une petite dimension scoring. Lorsque vous ramassez des bananes ou détruisez des ennemis, vous gagnez des points. Vous augmentez aussi votre multiplicateur de score pouvant aller jusqu'à x5. Suivant votre performance, vous récolterez une médaille de bronze, d'argent ou d'or à la fin d'un niveau. Jusqu'ici, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Mais deux gros problèmes viennent gâcher la fête. La difficulté tout d'abord, aux abonnés absents et non paramétrables, vient ensuite la grande répétitivité du solo. C'est simple, on fait toujours la même chose et au bout d'une heure, on s'ennuie déjà. 3 mini-jeux sont présents pour prolonger cette courte aventure, mais entre une simulation de sniper vite répétitive et une sorte de course de chariot complètement injouable, on ne s'attardera pas trop dessus. Ape Escape Move n'est pas un mauvais jeu, il est tout simplement destiné aux enfants. Quand un core gamer n'éprouvera que de l'ennui envers ce rail shooter du pauvre, un gamin prendra vraiment son pied à capturer les singes, tous affublés d'un prénom différent. De plus, la réalisation est plutôt bonne, les ambiances des différents niveaux sont bien retranscrites et les cinématiques ont bénéficié de beaucoup de soins. Certes, l'aventure se boucle en 3 heures tout en étant répétitive, mais si on part du principe qu'un enfant de 8 ans ne jouera peut-être qu'une demi-heure par semaine, ses défauts sont beaucoup moins rédhibitoires, pour lui en tout cas. Le jeu étant disponible aux alentours de 30 €, on peut excuser en partie ce faible contenu. Mais ne vous leurrez pas, si vous avez plus de 12 ans et pas d'enfant, Ape Escape Move n'est tout simplement pas fait pour vous. Dans le cas contraire, vous passerez un bon moment, ni plus ni moins. C'est déjà pas mal quand on voit la piètre qualité des jeux destinés aux enfants. Oui,
Après m'être abruti pendant 2 heures à me faire renvoyer de droite à gauche par les différents moteurs de recherche alors que je voulais juste des informations sur le comportement des internautes par rapport à leur utilisation du web, j'ai finalement, enfin, dégoté les informations qu'il me fallait. Hein. Bon, par contre, j'étais épuisé et je savais plus pourquoi je les voulais, ces statistiques, ni ce que j'avais prévu d'en faire. Et c'est là que j'ai compris. En fait, l'utilisation majoritaire d'Internet par le vulgus pecum, c'est de se trimballer de lien en lien, comme le primate moyen qui se balance de branche en branche, sauf que lui, le primate moyen, il est à peu près sûr de se rapprocher du régime de banane ou de la femelle qui motive son déplacement. Et au moins, lui, il n'a pas à se faire taxer par son alpha A, oui, son fournisseur d'accès aux arbres, ou si se choper des virus au contact de certaines lianes pourries. Cela dit, si ça lui arrive de tomber sur une liane pourrie, il risque quand même de se taper le cul par terre, au sens propre. Et après, ça fait 1 million de vues sur les différents sites de vidéos rigolotes, et autant de forward dans ta boîte mail pour aller voir The fucking drunk monkey who breaks his bottom falling from the tree, lol. Ah, 難しいな。本当は僕はアーケードゲーマーなので、コンシューマーのゲームよりもアーケードのゲームの方をすごいプレイしているんですよ。で、僕は格ゲーマーって言って格闘ゲームがもうめちゃめちゃ大好きで、特にそのセガのバーチャファイターっていうゲームをもうこれはもうね死ぬほどプレイしたんです。Ready, go! で特にちょうどスクエアで聖剣伝説2とか作ってる頃にゲームがリリースされたんで、もうね毎晩そのゲームをプレイしに行って、もう仕事しなかったぐらいもうめちゃくちゃプレイしてたんですね。本当にセガのゲームの機械が3台ぐらい買えるぐらいプレイしました。本当に。C'est à ce point-là de ma réflexion que j'ai également compris pourquoi 80% des internautes sondés répondaient que leur temps de connexion se passait en recherche d'informations. Ah ouais, tu m'étonnes, hein. C'est sûrement les mêmes 80% qui consacrent 15% de leur budget en clavier, souris et moniteur. Le clavier servant bien évidemment à propulser rageusement la souris dans le moniteur, geste ô combien ridicule et complètement con. N'ayons pas peur des mots. Ah, un mot. N'ayons pas peur des mots, hein. C'est très con, je vous l'accorde, mais tellement apaisant, hein. Enfin, apaisant jusqu'à ce qu'on reçoive la facture pour le remplacement et ou les réparations. Et là, d'un coup, recoup de stress. Merci. Non, parce que je sais pas vous, mais moi, un truc que j'aime pas, c'est claquer ma thune quand même. Hein. Et pourtant, je vous assure, je suis blindé. Ben oui, si je l'étais pas, vous croyez quand même que Seb et Alex, ils me garderaient, enfin? Bon. Ok. 20 comptes d'abonnés à No Life Online, c'est une goutte d'eau pour la chaîne, mais moi, ça me fait quand même pas mal à la rondelle. Hein. Et bon, si c'est le seul moyen que j'ai pour continuer à vous voir, vous que j'aime tant, et qui potentiellement me permettront de faire la culbute quand No Life sera la chaîne #1 de la TNT, faut s'offrir plus pour se blinder encore plus. Hein. Et comme le temps c'est de l'argent, faut pas compter sur moi pour regarder temps perdu. Ça non. Bonjour, ça y est, c'est les vacances, les grandes vacances pour les enfants. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Wouh! Et oui, ça y est, à vous les plages ensoleillées, les balades en montagne, les voyages dans des contrées inconnues, les pots entre amis et pour les plus malchanceux, la famille. À moins peut-être que certains préfèrent la douce tranquillité de leur appartement. Pour cela, et cela uniquement, 8 jeux d'un coup comme ça pour la fin de saison, un peu comme des vacances virtuelles en somme.
Et puisqu'ils ne bougeront pas leurs fesses de leur chaise, voici pour la route Extreme Road Trip, un petit jeu de bagnole tout sympathique où, pour changer, il faut aller le plus loin possible, faire des cascades, etc. C'est bien fait et sympathique. Cool, non ? Ceux qui préféreront s'adonner aux aventures à l'ancienne seront comblés par le génialissime et oldissime stylissime Adventures of Deer Explorer. Un héros armé et courageux, des grottes sombres et remplies de vilaines bestioles, de l'upgrade à ne plus savoir qu'en faire, de l'angoisse, pas d'amour, mais surtout du très bon jeu. Pour les plus pressés d'entre vous, voici Speedrunner. Ça speed, pas tant que ça. Mais c'est quand même super bien fichu. Oh, les pauvres scientifiques, il faut aller les sauver. Vite, Speedrunner à la rescousse. Sors ton grappin magique et tes chaussures de sport maudites, ou je ne sais quoi, et cours, vole, Batmanise. Bref, c'est cool, c'est beau, donc c'est bon. Pour ceux qui aiment les bêtes, je vous ai trouvé un truc. Dillo Hills. Regardez comme ce truc, il est mignon. Même que son but dans la vie, c'est de voler. Du coup, il roule comme ça le long de la pente et hop, c'est pas génial ça. Même que regardez, quand il ramasse des diamants, il va beaucoup plus vite. Et du coup, il vole beaucoup plus loin. Il est pas trognon, machin. Hein ? Si, je vous l'avais bien dit. Et là, mon petit démon de Going Up, il est pas cracouné. Bah lui c'est pareil, sauf qu'il veut pas aller à droite, et on le comprend. Non, lui il veut aller en haut, comme dans plein d'autres jeux d'ailleurs. Mais ça c'est un autre sujet. Alors du coup, il peut rebondir sur les bestioles et sur les murs, même qu'à un moment il débloque le double saut, et du coup c'est trop la fête. Trop fun. Mais pas trop longtemps quand même, hein. Colm 2, c'est la suite de Colm, et ça je suis sûr que ça vous épate, parce que Colm 1, c'était génial. L'histoire d'un petit robot que sa maman n'arrêtait pas de lui faire des misères avec des trucs à récupérer pour sauter mieux, pour tirer mieux, pour nager mieux, pour mieux faire mieux. Et là, c'est pareil mais en mieux. Mais en vraiment encore mieux, hein. Et donc pour mieux jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Même si c'est pas vraiment du temps perdu, je tiens quand même à signaler la sortie aujourd'hui de La Mulana sur le WiiWare japonais. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ça a l'air trop bien, et aussi car c'est en partie réalisé par Nigolo, un développeur japonais qui a fait les beaux jours de cette émission. Donc, voilà, cadeau quoi. Et pour ceux qui ont la chance d'être accompagnés dans leur appartement, voici Test Subject Arena de Nitrome. Alors ok, j'avais complètement zappé le jeu d'origine, malgré le fait qu'il s'agissait tout de même d'une petite bombe. Mais bon, j'ai le droit d'être nul si je veux. Et là voilà, une version géniale qui se joue à deux, wouhou! Sauf que moi, je suis tout seul, donc ça se voit pas très bien. Mais je vous assure, c'est super! Sinon, que seraient les vacances sans les inévitables mots croisés, fléchés, couchés, touchés et coulés? Et surtout, depuis quelques années, au Sudoku. Ouais, je kiffe ça le Sudoku. D'abord, il faut repérer les 1. Mais ça va, ils sont cool les 1, pas de soucis. C'est pas comme les 8. Eux, c'est des traîtres, ils donnent toujours l'impression qu'ils sont nombreux, mais en fait, pas du tout, non. Mais les 7, eux ils sont fourbes, ils se cachent, ils ont plein d'indices à vous donner, mais faut les trouver ces mécréants. Et ça c'est pas facile. Alors bon, que dire, ça n'a pas de fin, c'est infini d'ailleurs. Mais le petit graphique à la fin qui vous donne votre moyenne par rapport aux autres joueurs donne gravement envie de s'améliorer.
Du coup, on recommence, on veut tomber sous les 8 minutes, on continue, et puis il est 2h du matin, puis 3, puis c'est la nuit blanche. Mais bon, finalement, quand même, ça tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait voir à ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Eh ben ouais, Internet, non seulement on y perd son temps, mais en plus on y perd son argent. Bon, quand même ça se démocratise, hein. Avant ça coûtait un bras, maintenant la dernière tablette numérique, elle coûte plus qu'un rein. Bon, moi je dis, il y a du progrès. Et puis bon, c'est pas la peine non plus de se voiler la face, hein. Où que l'on aille sur le net, on finit toujours par se retrouver sur un site porno, hein. Et là, comme disait la grand-mère de Jean-Philippe, argent du cul, argent perdu. Et puis ça devient l'escalade. Ou plutôt en fait la dégringolade, hein, plutôt. Avec toutes ces heures et tous ces gigas de téléchargement, on se dit que plus on va downloader, plus on va amortir. Et c'est la porte ouverte sur la délinquance. On provoque des faillites, des milliers de salariés se retrouvent à la rue, on jette les artistes sur les trottoirs. Pas vraiment sur les trottoirs en fait, parce que normalement les plus mauvais on les retrouve très souvent dans le métro, hein. Et les artistes de demain, ils sont étouffés dans l'œuf. Et la sextape de la pauvre Mademoiselle Le Prince, elle se retrouve en téléchargement sur tous les sites en cyrillique. Alors bon, en même temps, toutes ces stars qui sont piratées leur turlupitude vidéo, ça me fait un petit peu rigoler quand même. Parce que si les hackers, ils pirataient rien que mon disque dur à moi, oh bah ils en auraient pour leur argent, hein, avec toutes les sextapes que je collectionne. C'est pour ça que je suis bien d'accord avec l'autre, là, le zig qui dit qu'il faut moraliser Internet. Moi, j'aimerais pas quand même que mes enfants ils tombent sur des sites choquants. Cela dit, avec tout le temps que j'y passe sur ces sites choquants, j'ai pas vraiment le temps ni la force, hein, d'en faire des enfants. Et c'est aussi un petit peu ma façon à moi d'être punk et contestataire, je pense. Un petit peu comme dans Normality. Et ça, c'est une putain de transition de lancement. Certains aiment à reprocher aux jeux vidéo de ne pas proposer de message politique ou social, se contentant de proposer un divertissement fantaisiste et détaché des grandes causes humaines du monde réel. Normality, un jeu développé par les Anglais de Gremlin Interactive, est un exemple parmi d'autres de jeux engagés et contestataires. Et pour ne rien gâcher, il délivre son message avec intelligence, humour et bon esprit. Normality s'inspire librement du célèbre roman 1984 d'Orwell, dénonciation intemporelle du totalitarisme que vous devriez avoir tous lu au moins une fois, ainsi que de Brasil, le chef-d'œuvre de Terry Gilliam. Le jeu de Gremlin Interactive n'est pas aussi incisif ni aussi déprimant, mais on y retrouve l'idée d'un monde aseptisé, un état policier où une population abrutie par la télévision vit dans la crainte d'un dictateur mystérieux, Paul Nystalux. Quand je suis rentré de ma semaine... Paul a instauré un monde où tout doit être gris, fade, ennuyeux, bref, désespérément normal. Quiconque s'écarte du rang et cherche à être original, créatif ou joyeux est envoyé en prison pour une rééducation express. C'est ce qui arrive à Kent Knudson, un ado 50% punk, 50% geek, 100% rouquin, habitant Neutropolis, qui se fait coffrer dans la rue pour avoir siffloté un air un peu trop enjoué. Bouclé une semaine en cellule où on lui fait écouter en boucle de la musique d'ascenseur, Kent reçoit un mystérieux message l'invitant à rejoindre un mouvement de résistance contre la normalité. De retour chez lui, Kent découvre qu'il a été assigné à résidence et qu'un garde norme, la police du parti, campe devant sa porte pour s'assurer qu'il regarde bien la télé 24 heures sur 24. La première mission du joueur sera donc de s'évader de l'appartement miteux de Kent. Il rencontre un mystérieux pépé en ciré jaune, Dai, qui vit dans une tente sur un échafaudage et qui se souvient du monde avant l'arrivée de Paul au pouvoir, lorsque les rayons du soleil traversaient encore l'épaisse couche de smog qui semble recouvrir la ville. J'ai l'impression qu'on était beaucoup plus heureux avant la grande secousse. Normality est un jeu d'aventure point and click en vue à la première personne. C'est-à-dire que le jeu est présenté avec un moteur similaire à celui d'un first-person shooter de la première génération comme Doom. L'interface de jeu rappelle celle des titres estampillés LucasArts, en particulier celle de Full Throttle. En cliquant sur un objet, une poupée vaudou apparaît, ses différentes parties correspondant à diverses actions comme prendre, utiliser, ouvrir, parler, regarder. Normality brillait par la qualité de ses puzzles, juste assez complexes pour obliger le joueur à se creuser la tête, mais pas assez tordus pour bloquer la progression pendant des heures. On a donc toujours le sentiment d'avancer,
Et le jeu est construit sur une succession d'objectifs clairs. Évidemment, si le joueur sait toujours quel est son but, il va devoir trouver par lui-même comment y parvenir, souvent au nez et à la barbe des flics normes. Les environnements 3D de Normality ne sont pas très beaux, et les personnages en dehors de Kent ont un design rondouillard assez simpliste. Mais le jeu compense par une multitude de détails visuels cachés ça et là dans les décors, pour qui prend la peine de regarder partout. Ainsi, au supermarché, de grands panneaux annoncent que les denrées habituelles ont été remplacées par un truc générique et vaguement comestible, appelé bouffe. José Bové, Grimly Interactive, même combat. La version française du jeu a d'ailleurs fait l'effort de traduire également certaines textures et autres éléments de décor, et pas uniquement les voix et les sous-titres, de manière à ce que les joueurs ne ratent pas les blagues. En version originale, Kent était doublé par Corey Feldman, l'ancien enfant star vu dans des films comme Les Goonies, Stand By Me et Génération Perdue. Le doublage français en revanche est assez inégal, et on a parfois l'impression qu'un autre comédien interprète le personnage principal sur certaines répliques. Sont mis là-dedans. Bonjour, je suis intéressé par le test de meubles. Autre point faible, la musique est pour le moins oubliable. Créé par le designer phare de Grimly Interactive, Adrian Carles, sans doute plus connu pour avoir créé la fourmi ninja Zool et le défouloir archi-violent Loaded ainsi que sa suite Reloaded sur console 32 bits, Normality ne rencontra pas un très grand succès mais marquera les esprits de ses joueurs, touchés par son ambiance résolument différente et son ton caustique et contestataire. Ce poisson a l'air parano. Grimly Interactive réutilisera le moteur développé pour Normality pour réaliser un autre jeu d'aventure, horrifique cette fois-ci, Realms of the Hunting. Racheté par Infogrames en 1999, Gremlin ferma ses portes en 2003. Mais ses membres fondèrent de nouvelles compagnies et continuent leur petit bout de chemin dans le monde du jeu vidéo, bien décidés à ne pas se laisser abattre par le système. Bon, en clair, la morale de l'histoire, vous l'aurez compris, Internet, c'est l'instrument du démon qui nous rend tous fous, sociopathes et pauvres. Alors que la télé, quand même, c'est tellement bien, c'est tellement pur, c'est tellement propre. Et la preuve, il n'y a qu'à la télé que je peux vous faire des bisous bien, des bisous purs, des bisous propres. Des bisous. 見たこともない土地